Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Voici Z sur 7, votre podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le 5 septembre et votre podcast aujourd'hui est animé par Jean-Pascal Ledoux. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, dans votre podcast, on commence avec beaucoup d'incertitudes quant au futur pour les travailleurs d'Audi Brussels. Vous entendrez Peter Dor, porte-parole de Audi Brussels. Il y a beaucoup de questions, surtout avec la nouvelle d'hier, mais c'est à nous de parler avec eux, d'entendre les gens et essayer de répondre à la question. Après le bon d'État, le bon communal. C'est l'idée de la commune d'Etterbeek pour participer à son financement. Et ça peut intéresser tout le monde. On écoute le bourgmestre d'Etterbeek, Vincent de Wolf. Ça concerne les Etterbeekois avec un taux de 4,5% brut, non-Etterbeekois un taux de 4,0% brut, donc 4,5 et 4. Pour finir, les journalistes de Trends Tendance se sont penchés sur la taxation des plus-values. Et pour en parler, nous retrouverons Pierre-Henri Thomas, co-auteur du dossier, avec Olivier Mouton. Z sur 7 à la une. C'est la dernière lueur d'espoir qui s'éteint pour les travailleurs de Audi Brussels. L'annonce est tombée, plus aucun modèle de véhicule ne sera attribué à Audi Brussels. Hier, les travailleurs étaient de retour à l'usine, mais pas question de reprendre la production. Stéphane de Meulenard, secrétaire permanent à la CGSLB. Il y a quand même une certaine frustration, les gens sont invités à travailler, mais les gens n'ont aucune information sur la suite. Aujourd'hui, le personnel sait que Audi ne va pas continuer après 2025, mais les alternatives, ils sont inconnus. Et donc le futur reste inconnu. Pour rappel, 4000 emplois sont en jeu. Mais la direction reste concentrée sur les alternatives possibles. Peter Dor, porte-parole de Audi Brussels. Il y a beaucoup de questions, surtout avec la nouvelle d'hier, mais c'est à nous de parler avec eux, d'entendre les gens et essayer de répondre à la question. Il y a le scénario dans lequel on parle avec des investisseurs potentiels et il y a un autre scénario et là, on regarde quel projet on s'est intégré ici sur le site de Audi Brussels. Cependant, les alternatives n'ont pas l'air de convaincre les syndicats. Sébastien Wolders, délégué syndical CSC, nous précise. Il y aurait 3 propositions qui ne sont pas encore, qui sont sur la table mais qui ne sont pas encore certaines. Maintenant, ils parlent de beaucoup, une usine de pièces détachées pour d'autres usines. Mais ils n'ont pas besoin d'autant de personnel, donc ils parlent de 300 personnes, en sachant que l'usine ici fait 4,2 km pour 300 personnes. C'est vraiment désolant, c'est dommage. Un quart des emplois menacés concernent les intermédiaires et des sous-traitants. Preuve supplémentaire du malaise qui règne, le CEO Volker German a démissionné pour laisser place à Thomas Bogus, qui fera office de patron de crise. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas si les usines tourneront à nouveau dans les prochains jours. Z sur 7 à la une. On parlait hier du bon d'État. Etterbeek lance quant à elle le premier bon communal, un moyen permettant aux citoyens de financer la durabilité de leur commune et en particulier la construction d'une crèche. Vincent de Wolf, bourgmestre d'Etterbeek. Ça concerne les Etterbeekois avec un taux de 4,5% brut, non-Etterbeekois un taux de 4,0% brut, donc 4,5 et 4. Il faut enlever les 30% du précompte. La durée, c'est 18 mois. C'est la durée du chantier, donc ça c'est aussi intéressant du point de vue symbolique. Et on rembourse les intérêts après 6 mois, 6 mois et 6 mois, donc en 3 fois. Pour la crèche, le chantier s'élèverait à près de 5 millions d'euros. Les finances bruxelloises sont certes dans le rouge, mais le risque avec une commune est faible. Vincent de Wolf avance ses arguments. Depuis plusieurs années, nous avons un boni à l'exercice et le montant d'intérêt à payer à l'échelle du budget communal qui est de 130 millions est évidemment un montant assez faible. Et le taux de risque qu'on a listé dans les fiches est un risque faible. Une commune est sous tutelle, ne peut pas avoir un budget en déficit et a aussi un pouvoir de taxation que même les banques n'ont pas.
Selon son bourgmestre, Etterbeek n'est que la première à prendre cette initiative et d'autres communes pourraient suivre le mouvement. Pour rappel, le financement participatif s'étend du 4 septembre au 18 octobre avec une mise minimale de 1 000 €. Le premier jour a permis à Etterbeek de récolter les premiers 237 000 €. Z sur 7 à la une. CNView, c'est le nom d'une PME louviéroise qui a développé une télécommande universelle pour contrôler les paramètres d'une multitude de caméras. C'est la garantie d'obtenir une homogénéité entre les sources d'images et c'est Renaud Tillman, directeur marketing chez CNView, qui nous en parle. En plus de pouvoir contrôler des caméras, on va dire classiques, on peut aussi contrôler des appareils photo. On peut aussi donc passer sur des caméras qu'on appelle caméras de cinéma. On peut aussi contrôler des objectifs typés cinéma. Fondée il y a 8 ans par David Bourgeois, la PME affiche une belle croissance et collabore avec des partenaires de distribution dans le monde entier. David Bourgeois, CEO fondateur, nous raconte leur parcours. On a commencé avec la France sur Ninja Warrior, les 24 heures du Mans et Fort Boyard. Et très vite, on s'est retrouvé avec ESPN sur la NFL, sur Monday Night Football. Et de là, en fait, CBS, Fox, maintenant Amazon Prime et ainsi de suite, tout le monde utilise nos systèmes pour les matchs de NFL. CNView cible des productions haut de gamme, mais pas seulement. L'entreprise travaille aussi sur des productions plus modestes, le tout à un prix abordable. Offrant un système complet pour 3 à 6 000 €, l'entreprise aborde sereinement sa prochaine étape de développement avec pour ambition un doublement des effectifs. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Une séance boursière qui finit en baisse en Europe, en écho à la séance chahutée aux États-Unis. Un début de septembre compliqué comme l'avait été le début du mois d'août. On n'a pas été habitué à une telle volatilité depuis un bon moment. Que se passe-t-il sur les bourses pour l'instant? Réponse avec Jérôme van der Bruggen, analyste pour la banque Degroof Petercam. Je crois qu'il faut retracer le début de la volatilité au début du mois de juillet, lorsque les chiffres de l'inflation américaine pour le mois de juin sont sortis. Ils étaient très positifs. L'inflation est passée sous les 3%, 2,9% pour le mois de juin. Et le marché a vu ça comme un signe de changement de régime monétaire. Et pour moi, les mouvements boursiers ont toujours à l'origine un changement de régime monétaire. On parle d'inflation. Pourquoi vous croyez que les investisseurs s'intéressent tellement à l'inflation? C'est parce que l'inflation est ce que le modèle des banques centrales tente de contrôler. Et quand l'inflation baisse, ça augure d'un changement de politique monétaire. Et lorsqu'il y a un changement de politique monétaire, il y a de la volatilité sur les bourses. Donc pour vous, c'est une donnée purement technique. Ce n'est pas un début de récession aux États-Unis. Alors, c'est certain que les statistiques de la macro américaine montrent une certaine détérioration de l'économie américaine, mais on est loin d'une récession. Et les dernières statistiques qui sont sorties, en fait, nous annoncent quelque chose qu'on sait déjà. Probablement que ce qui fait que le marché réagit très fortement à ces statistiques maintenant, c'est parce qu'il y a ce changement de politique monétaire. Autre argument qu'on entend souvent pour expliquer la volatilité, c'est l'essoufflement de la tech. D'ailleurs, il semble que c'est là que les baisses sont les plus fortes. Alors, si essoufflement il y a dans la technologie, c'est certainement pas des résultats. Au deuxième trimestre, la saison vient de se terminer. On a vu que la tech continue une croissance fulgurante. Le cloud, par exemple, qui est vraiment, le moteur sous-jacent de cette croissance de la technologie pour l'instant, a une croissance de 20% au deuxième trimestre. Et on s'attend à ce que ce marché continue presque de faire plus de 2,5 fois jusqu'à 2030. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore énormément de croissance, ils investissent. Je ne pense pas que c'est les résultats de la technologie qui déçoivent. À la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête, un journaliste en dévoile les coulisses. Nous sommes jeudi et comme chaque jeudi, un journaliste de Trends Canal Z mène l'enquête. Cette semaine, la rédaction s'est penchée sur la taxation des plus-values. Et pour en parler, nous retrouvons Pierre-Henri Thomas, co-auteur du dossier, avec Olivier Mouton. Premier constat. Cette taxation sur les plus-values est longtemps restée tabou en Belgique. La taxation, en fait, elle était en vigueur en Belgique jusqu'en 1959. Et puis, depuis lors, donc depuis plus de 60 ans, s'il y a cette exception belge
que certains organismes internationaux, comme le Fonds monétaire international, par exemple, pointent du doigt depuis assez longtemps. Et ce n'est que récemment, pas avec Bardot-Wever, mais un peu avant, avec la réforme avortée de Vincent Van Petegem, que l'on a remis en question cette exonération des plus-values. Vincent Van Petegem, par exemple, proposait une taxe des plus-values de 15%. Ensuite, on découvre également au fil des pages du dossier que l'impact de cette taxation est finalement assez réduit. Oui, alors pourquoi est-ce que d'abord on veut lever ce tabou? C'est parce que vous connaissez nos difficultés budgétaires. Selon l'Europe, il faut qu'on arrive à une économie, soit davantage de recettes, ou soit moins de dépenses, en tout cas un mix des deux, de 25 milliards d'euros dans les 4 à 7 ans. Et donc, il faut faire feu de flèche de tout bois, je dirais. Et on a donc décidé, notamment, en tout cas c'est dans le pipe, de toucher aux plus-values. Mais dans la note de Bardot-Wever, donc comme vous le rappeliez, qui propose une taxation finalement assez réduite de 10%, le rendement de cette mesure serait de 1,5 milliard d'euros, donc 500 millions d'euros par an. Mais certains experts disent que ce serait même beaucoup moins parce qu'il y a pas mal d'exceptions. Par exemple, les libéraux francophones ne veulent absolument pas qu'on touche aux opérations qui seraient des cessions d'entreprises avec continuité de l'activité, de l'emploi, etc. Il y a aussi des exonérations concernant l'inflation, l'effet de l'inflation qui ne seraient pas considérées mises dans la masse de l'impôt. Bref, on pourrait, selon certains, même n'atteindre qu'une centaine de millions d'euros. Donc la mesure serait symbolique et pas très efficace. Dernière question. Quelles sont les options de Bardot-Wever en matière fiscale dans la nouvelle note qu'il doit rédiger? Tous ceux que nous avons interrogés, mon collègue Olivier Mouton qui a préparé le dossier et moi-même, sont d'accord au moins sur une chose. Il y a beaucoup de débats sur les plus-values, mais il y a au moins une chose qui est certaine, c'est que notre système fiscal, que ce soit celui de l'impôt des personnes physiques et celui de l'impôt des sociétés, est beaucoup trop compliqué et pas très efficace. Donc, certains, comme Bruno Polman, voudraient qu'on globalise tous les revenus des capitaux, du travail, etc., et qu'on mette un impôt progressif dessus. D'autres, comme Tiffany Asrift, voudraient au contraire une flat tax, donc un taux d'imposition minimal, maximum, pardon. Mais il y a au moins quelques principes qui devraient faire partie de la nouvelle réforme fiscale qu'on envisage. C'est en effet simplicité et efficacité, parce que les fiscalistes même ne s'en sortent plus. Une sécurité juridique. On a vu par exemple que les réformes sur les droits d'auteur ont fait couler beaucoup d'encre et les gens savent plus, grosso modo, s'ils sont imposables ou pas. Et alors évidemment, une capacité redistributive, donc à une proportion d'impôts en fonction de ce qu'on gagne réellement. Et tout ça fait en sorte que le champ est ouvert pour le nouveau gouvernement, mais en tout cas, ces 4 principes-là devraient être coulés dans le bronze. Merci à vous, auditrices et auditeurs, d'être à l'écoute de ce Z-Podcast. On se retrouve demain pour plus d'interprétations de l'actualité économique présentée par Béatrice Marlier. Mais avant ça, restez à l'écoute pour un volet légal sur la nouvelle loi concernant la sécurité des réseaux de l'information avec le Centre pour la cybersécurité Belgique. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Je suis Miguel du CCB. La nouvelle loi sur la sécurité des réseaux et de l'information définit 2 niveaux d'organisation, entité essentielle et entité importante. Il existe également 2 critères qui déterminent si vous êtes soumis à la loi comme une entité importante ou une entité essentielle. 1. Le type de service que vous fournissez. 2. La taille de votre organisation. Au total, 18 secteurs ont été définis comme l'énergie, le transport, la santé, etc., mais aussi des secteurs moins évidents tels que la fabrication, la gestion des déchets, la chimie, etc., tombent sous le coup de la nouvelle loi. En principe, les organisations employant au moins 50 personnes à plein temps ou avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 10 millions d'euros relèvent de la loi NIS 2. Sur atwork.savonweb.be, vous trouvez les critères exacts permettant de déterminer si votre organisation relève de la loi NIS. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.